Bon, mais bonsoir et bonne année. Ça s'est dit, quand même. Bon, alors, pour commencer ce soir, très comme ça, brièvement, on voulait rendre hommage au souvenir d'Evrit qui nous a quittés il y a une semaine. Bon, alors, c'est vrai qu'en général, parler d'une amie comme ça qui part, on se dit, bon, on va dire que des bonnes choses. Mais Brit, vraiment, était un exemple de courage incroyable pendant toute sa vie. Et c'est quelqu'un qui, jusqu'à la dernière minute, chose qui n'est pas évidente du tout, hein, jusqu'à la dernière minute, elle trouvait un intérêt pour la lecture, la philosophie, c'est-à-dire qu'il y avait un rapport avec les savoirs, avec la connaissance, Brit, qui n'était pas un savoir pour quelque chose. Et c'est rare que j'ai vu des gens comme ça, c'est rare, comme ça, qui vraiment... parce que vous voyez, on peut imaginer que quelqu'un qui est gravement malade, quand même peut lire un roman, peut-être, et encore, il faut qu'il puisse l'investir. Mais non, Brit avait une telle curiosité, un tel désir de savoir, de connaissances, que est arrivé à quelque chose qui est vraiment compliqué, hein, compliqué même comme ça d'imaginer de dehors, non? De dire, en se sachant tout à fait condamné, en sachant que c'était bon, fini en quelques jours, hein, ben quand même elle continuait à étudier la philosophie, continuait à étudier, parce que c'est une sorte de vie là-dedans, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pas comme on lit souvent, on lit d'une façon un peu transitive, c'est-à-dire que je lis ça parce que je voudrais savoir ça pour quelque chose. Vous voyez, c'était pas pour quelque chose. Brit vivait dans la connaissance et ça faisait partie. C'est comme si on disait, vous voyez, moi j'étais très surpris de voir ce niveau de courage. J'ai parlé avec elle quelques jours avant son décès, non? Quand elle partait aux soins palliatifs, et alors elle regrettait que le bouquin avec Bastien n'était pas encore prêt. Et vraiment la sensation que j'ai eue, c'est que pour elle, la pensée, comme ça, la connaissance, était une respiration, mais dans un sens concret. Effectivement, on ne dirait pas de quelqu'un, oh tiens, il a respiré jusqu'à mourir. Ben oui, bien sûr, il a respiré jusqu'à mourir. Et bien par contre, elle étudiait jusqu'à mourir, parce que ça faisait partie de sa respiration. Voilà, alors il y a un hommage qu'on va faire samedi à Brit, mais dans ce séminaire qu'elle accompagnait depuis le premier jour, il y a des années déjà. Avec Brit, elle n'accompagnait pas que ces séminaires, elle était en Argentine, en Italie avec nous, on a fait beaucoup d'aventures comme ça ensemble. Alors, voilà, je voulais commencer la séance d'aujourd'hui avec une pensée pour Brit, avec beaucoup d'affection et d'amitié. Voilà. Merci. Alors, donc, aujourd'hui, je commence avec d'abord une sorte, comme, je ne sais pas si c'est comme râler un peu, protester un peu, parce qu'on a eu 2 ou 3 messages qui disaient « mais vous faites un peu de surplace avec la question de la situation, non? Quand est-ce qu'on avance ?» C'est vrai que nous avons dit avec Bastien que cette année, on allait partir, d'ailleurs Max il est à côté de moi, c'est comme dans les soviets suprêmes, tu vois, tu dis comment Max est à côté, Bastien plus loin, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et alors, on avait dit que encore sous la pandémie, non, on avait commencé un travail qui était c'était à partir de l'accident qu'a eu Max et son groupe, non? C'est qu'ils ont gagné les élections à Corbeil. Je vous rappelle un peu la situation, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous, avec Max, on milite, on fait des choses depuis très longtemps, des laboratoires sociaux, des universités populaires, etc.
Et avec un groupe d'amis, Max qui a déménagé après que nous ont viré de Corbeil, une fois que Max a eu la bonne idée d'héberger un groupe de rizorangistes, il était viré des rizorangistes le jour qu'il a eu la bonne idée d'héberger un groupe de Roms qui était viré à coups de, vous savez, des lances haut, non, les matins. Alors ils sont venus tous dans notre endroit et après, bon, ils ont été virés, eux et nous, solidairement aussi, et Max, non. Alors depuis, il a déménagé à Riz. Bon, ce qui est arrivé, c'est que Max, avec un groupe d'amis, se présente à Ris-Orangis, non, Corbeil. à Corbeil. À Corbeil. Bien fait de venir, Max. C'est bien fait de venir, Max. Tu vois, Bastien, il ne m'aide pas tant que ça, tu vois, il me laisse m'enfoncer. Alors à Corbeil-Essonnes, il gagne les élections de façon tout à fait inopinée. Corbeil-Essonnes qui est le Bronx, la mafia, Dassault, vraiment... il gagne les élections. Et alors, quand il gagne les élections, on s'est mis un peu à travailler ensemble avec un groupe de Corbeil, en disant, ben, qu'est-ce que nous pouvons penser, qu'est-ce que nous pouvons imaginer de ce qui est donc un travail depuis une institution par rapport à notre position philosophique et politique de l'horizontalité, n'est-ce pas? C'est-à-dire quel peut être le rôle des élus, quel peut être le rôle des élus, quand notre point de vue est un point de vue de contre-pouvoir. Nous, en Argentine, on avait eu un peu cette expérience parce que on a eu des sénateurs, des députés même, qui avaient gagné les élections, en se revendiquant du contre-pouvoir. Bon, par rapport aux élus à ce niveau-là, la question s'est résumée à accompagner vraiment des initiatives de la base. Mais il n'y a pas eu, disons, un agir depuis la Chambre des représentations, un agir du contre-pouvoir. Il a accompagné. Et l'autre expérience qu'on avait, c'est qu'on gagnait des municipalités, on gagnait des élections locales, mais ensuite, le lendemain qu'on gagnait, les copains, la copine qui avait gagné, ils disaient, bon, maintenant c'est fini l'horizontalité, on a gagné, c'est moi qui conduis. En tant qu'Harris, on se dit, bon, on va voir qu'est-ce qu'on fait. Alors à partir de là, ça a beaucoup de rapport avec cette année-ci, qui est la question de l'engagement politique et social dans notre séminaire Penser et agir dans la complexité. Parce qu'à partir de là, on a commencé à se réunir, et on se réunit avec des gens du Brésil, Uruguay, Argentine, avec des gens qui, depuis des années, sont dans des expériences de Chiapas, en Bolivie, ou avec des Indiens au Brésil, des Mapuches, non, qui sont dans ces positions décoloniales, dans ces positions de horizontalité. Et en principe, l'idée, c'était de penser avec Max et un groupe comme ça de Corbeil, penser, bon, qu'est-ce qu'on pouvait imaginer, non? Et alors la première chose qu'on a fait, on a dit, bon, mais qu'est-ce qu'on peut identifier quand on essaie de comprendre comme ça ces rapports horizontalité, institution? La première problématique qui est sortie, qui est sortie de la pratique latino-américaine, non, sud-américaine, non, le Mexique est au nord, latino-américaine, effectivement, c'était de dire, il y a une différence entre participation et protagonisme, on avait dit, n'est-ce pas? C'est-à-dire que souvent les groupes de gauche, les institutions gagnées par des groupes de gauche, demandent et développent la participation de la population. Mais le protagonisme est autre chose, et comme une sorte, ce n'est pas contre ça, n'est-ce pas? Mais le protagonisme, c'est quand tout à coup, il y a quelque chose qui reste tout à fait ouvert, n'est-ce pas? Que ça reste ouvert. C'est pas simplement participer, mais c'est, bon voilà, les points de non-sens situationnel, pour dire comme ça, les points là, à partir dans lesquels il faut imaginer quelque chose, restent ouverts. Alors donc, nous, on s'est mis à travailler en disant, bon, il y a une différence peut-être entre l'agir comme ça de contre-pouvoir et ce qu'on pouvait nommer, ce qu'on a nommé la clinique sociale. En disant que la clinique sociale n'avait rien de péjoratif. La clinique sociale, c'est tout le travail que des groupes, des institutions, des individus développent, qui va d'une AMAP, qui va jusqu'à une terre occupée, une coopérative, bon, beaucoup de pratiques multiples et diverses. Mais la clinique sociale reste quand même dans une préoccupation de changer la vie, non,
mais en appelant à une participation des gens à des projets nouveaux, n'est-ce pas? Mais le niveau du protagonisme, le niveau de l'opposition, le niveau de la nouveauté radicale reste un tout petit peu de côté. C'est-à-dire que la clinique sociale, la clinique sociale, d'une certaine façon, permet pour les gens qui sont localement de vivre beaucoup mieux que s'il n'y avait pas ça. Mais effectivement, cette clinique sociale, en principe, ne questionne pas la structure de pouvoir. N'est-ce pas? Et quand on questionne la structure de pouvoir, alors là, effectivement, soit il y a un passage au protagonisme, soit il n'y en a pas, mais c'est très compliqué. Parce que quand les choses sont organisées à niveau des cliniques sociales, l'opposition qu'implique le protagonisme, vous comprenez, c'est-à-dire que quelqu'un qui circule dans des circuits parallèles, qui consomme d'autre façon, qui éduque d'une autre façon, bon, sont dans la production de la vie, comme ça au quotidien. Mais assumer un niveau d'affrontement, ce n'est pas dans les projets de la clinique sociale. Et alors donc on a étudié beaucoup la question, on a suivi de très près ce qui s'est passé à Riss, du côté sud-américain, à Corbeil. À Riss, on a travaillé pendant plusieurs années ensemble, alors je suis un tout petit peu contagieux. Et parallèlement, les groupes sud-américains continuaient à travailler. À un moment donné, ça s'est séparé, c'est-à-dire parce que le projet qu'on voulait mener à Corbeil, pratique, n'a pas vraiment abouti. Par contre, eux, ils ont continué à travailler depuis l'institution. Et parallèlement, en Amérique du Sud, on a continué à travailler avec différents groupes. On a écrit un bouquin avec Raoul Sivec, avec Ariel Penissi, là-dessus, n'est-ce pas? Et bon, c'est le travail qu'on est en train de finir avec Bastien, qu'on appelait contre-offensive, qui est toute l'expérience théorique et pratique qu'on a pu recueillir, développer, analyser, en disant, bon, en tenant compte les starsiennes, en tenant compte la horizontalité, les contre-pouvoirs, comment on peut penser une contre-offensive? C'est-à-dire que serait aujourd'hui une contre-offensive qui ne tomberait pas dans les pièges de se resituer en tant que sujet par rapport à un monde d'objets, qui effectivement ne garderait pas l'idée de la prise de pouvoir, etc. etc. Bon. Alors, la question de la situation, aujourd'hui, tout à l'heure, Max va intervenir pour raconter un tout petit peu comment les points de vue de la situation, les points de vue situationnels, qu'est-ce qui a pu se produire dans cette justement production du commun. Nous avons dit et vu plusieurs fois ici dans le séminaire que le commun n'était jamais à confondre avec la donne. Ce qui est donné n'est pas le commun. Le commun est une production. Pas dans le sens tout bête qu'on a répété 1000 fois de dire, par exemple, pourquoi est-ce que Pinochet serait moins ou plus chilien que Miguel Enriquez, qui était le chef du MIR, de la guérilla, n'est-ce pas? Alors pourquoi Miguel Enriquez pouvait dire je suis plus chilien que Pinochet? Non, non, vous voyez, pourquoi? Parce qu'être chilien, c'est la donne, c'est une donne. Le commun, c'est qu'est-ce que certains font à partir de cette donne et ne restent pas prisonniers de la donne. Vous comprenez? C'est que le commun est toujours hybridé. Dans l'exemple de chilien, on dit, effectivement, dans la production d'un commun, peut-être pour certains, le fait d'être chilien est une donne importante, peut-être pour l'autre, pas du tout, ça vient d'une autre affinité élective, mais le commun est toujours hybride, et quand on le voit du côté de la donne, on pourrait dire que la donne est un caractère passif, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je suis argentin, je suis je dirais musulman, juif, je suis ça comme donne, mais c'est ce que je suis d'un point de vue de pâtir la chose, n'est-ce pas? En tant que le commun est toujours dans un agir, ce n'est qu'acte, il n'y a pas d'état du commun. Alors, effectivement, c'est un tout petit peu dans ce sens-là que nous avons travaillé, que nous continuons à travailler. Alors, c'est vrai que par rapport comme ça, aux insinuations que nous ont fait en disant bon, mais vous faites trop de surplace sur la situation, je voulais reprendre là-dessus. Pourquoi reprendre là-dessus? Parce que vous comprenez que quand nous parlons de situations,
quand nous mettons l'hypothèse de que la complexité, voire le chaos, non, est lisible et qu'il y a la possibilité de trouver dans une théorie de la situation un socle pour agir et pour comprendre. C'est quand même une hypothèse que nous ne pouvons pas prendre par principe d'autorité. Vous voyez, de dire, ah oui, au milieu du chaos actuel, au milieu de la complexité très très fermée actuelle, voilà, on pense que la situation. C'est quand même très compliqué parce que c'est une hypothèse à la fois humble et ambitieuse. Humble, pourquoi? Parce qu'effectivement, tout à coup, ce n'est pas reconstruire une promesse, ce n'est pas non plus une vision en quelque façon universelle de notre côté. C'est humble parce qu'effectivement, ça n'est pas comme ambition ni comme vocation un renversement de la réalité, la théorie de la situation. Mais elle est très ambitieuse parce que c'est prétend ni plus ni moins que l'hypothèse qui est capable de nous permettre de comprendre, d'agir, de trouver un peu un sens dans la situation. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport au moins à 2 ou 3 autres grandes hypothèses. D'une part, l'hypothèse occidentale, l'hypothèse del monde del ser, comme on dit, n'est-ce pas? Qui est l'hypothèse hegeliano-marxiste, n'est-ce pas? D'une centralité, un sens dans l'histoire, un sens dans l'histoire qui à la fois est distributive, non? Comme dans la russe, dans l'histoire de Hegel, hein? C'est-à-dire chaque individu vacant à ses activités ignore servir un objectif commun. C'est plus ou moins comme ça la phrase de Hegel. Mais vous comprenez, c'est la russe dans l'histoire, c'est-à-dire je crois penser qu'il y a ma pomme et j'ignore que je suis bougé par l'histoire. Alors d'un côté, il y a l'histoire, l'historicisme, la téléologie occidentale. D'autre côté, il y a la réponse actuelle à ça, qui est le relativisme, qui dit non. Le relativisme qui va du relativisme social au archi-relativisme individuel, n'est-ce pas? C'est-à-dire parce que le relativisme, c'est chaque culture de façon intransmissible à sa vérité, et chaque individu a sa vérité, etc. Et alors, la troisième position, ça serait un empirisme absolu, un peu nihiliste, qui dirait, bon, finalement, on s'en fout à ce niveau-là, on fait ce qu'on fait, on cherche... que ça serait le réalisme néolibéral fonctionnaliste actuel. Ça fonctionne pas, on se pose pas, ces questions-là restent hors champ. Face à ces courants-là, qui ne sont pas des courants homogènes, on s'en fout, etc., mais face à ces courants-là, dire aujourd'hui, nous trouvons dans la théorie de la situation un socle, eh bien, il faut triturer un tout petit peu, malmener, maltraiter l'hypothèse. Vous comprenez? Il faut maltraiter l'hypothèse pour voir qu'il n'y a pas des petits sophismes comme ça qui viennent pour, voyez, sédimenter une théorie que sinon serait un peu bancale. Voyez. De notre point de vue, l'éthique de la recherche doit être théorique et pratique. Théorique et pratique. Et on verra par rapport à l'exemple de Corbeil ou les exemples en Amérique du Sud, n'est-ce pas, pratiques. C'est-à-dire, c'est trop facile, vous comprenez, d'avoir quelque chose de nouveau. Il faut malmener, maltraiter les hypothèses théoriques et pratiques. Il faut voir s'il y a Pourquoi? Parce que la crise est telle, l'urgence est telle, le développement de la destruction est tel qu'il faut faire très attention de ne pas avancer des lanternes, vous voyez, c'est de ne pas avancer comme ça des illusions que, bon, c'est mieux ça. Non, c'est pas mieux. Il y a une urgence de dureté par rapport à la moindre hypothèse théorico-pratique. Il y a un passage de Tolstoï dans... c'est pas Renaissance, c'est... Résurrection, merci. Dans Résurrection, dans lequel le personnage principal, qui est un libéral, etc., il veut donner cette terre aux paysans. Et c'est Tolstoï, le grand Tolstoï. Et alors Tolstoï, avec un génie incroyable, il montre à quel point c'est presque impossible, ces changements.
je vous vraiment Renaissance, Résurrection, pardon. J'ai du mal avec. Résurrection, je vous conseille de lire Résurrection. C'est vraiment un des bouquins politiques, mais bon, c'est de la grande littérature de Tolstoï. Hein. Vous savez, Tolstoï, c'est lui qui était l'auteur de Que faire longtemps avant Lénine, non? Et Lénine, il reprend les titres de Tolstoï. Bon. Et alors, il va montrer cette complexité de l'acte. Et là, ce qu'il y a dans ce passage-là de Tolstoï, on voit quand même que Tolstoï, non, si vous lisez ces passages-là, vous lisez le livre, non, vous verrez comment Tolstoï, justement, fait quelque chose qu'avec Bastien, on dit jouer toutes les cordes, jouer toutes les notes. Pourquoi jouer toutes les notes? Jouer toutes les notes, ça vient d'une amie violoncelliste que j'avais, qui m'expliquait que dans un orchestre, non, on râle contre les cordes en général. Pourquoi? Parce que les cordes, parfois, n'ont pas besoin de jouer toutes les notes. Non, ils peuvent un peu jouer en allant de ce côté-là. Et alors, ils leur disent, non, tu ne joues pas toutes les notes. Et ça va plus ou moins. Mais bon, je pense que dans la recherche théorique et pratique, c'est absolument urgent de jouer toutes les notes. Il y a toujours des notes qui nous échapperont, mais celles qui nous échappent parce qu'elles sont impossibles pour nous de les voir. Alors, les faire sur place dans la situation, savoir avec ça. Alors, là, pour aller petit à petit vers Max, ce matin, j'ai entendu vous savez que quand même, une des hypothèses centrales de la théorie de la situation telle comme nous l'avançons est que aujourd'hui, la position décoloniale telle comme nous l'avançons a comme deux axes, parmi les axes principaux, il y a deux axes fondamentaux. Un, c'est les déplacements de la centralité de l'humain, non, c'est l'anthropocentrisme, la fin de l'anthropocentrisme, et la deuxième est la mise en multiplicité de cet homme. C'est pas simplement déplacer l'homme, n'est-ce pas? C'est l'expérimentation de cette mise en multiplicité. Je vais parler un peu de ça avant de passer la parole à Max, de qu'est-ce que c'est cette expérience, non pas seulement de déplacement, mais de la mise en multiplicité. N'est-ce pas? Bon. Alors ce matin, j'écoute toujours France Info, non? Et tout d'un coup, parmi toutes les mauvaises nouvelles qui vous arrivent sur la tête, que vous allumez la radio, sauf quand il y a la pub, vous dites, heureusement qu'il y a la pub. Et alors, donc, il y a un génie, un géologue, et je vais essayer de me renseigner. Tout d'un coup, c'était magnifique. Un mec, là j'ai noté la phrase qu'il a dit, un géologue qui parlait des inondations en France en ce moment. Alors le mec, il dit, comme ça, il dit, mais qui n'est pas à sa place? L'eau ou l'homme? C'est fantastique. Vous comprenez? C'est-à-dire que cet homme, je ne le connais pas du tout, je vais regarder après pour voir qui c'est. Cet homme était en train de dire que pour lui, en tant que chercheur, dans sa pratique, était déjà incorporé comme une expérience, vous voyez, comme une expérience, les déplacements de l'anthropocentrisme. Non mais si, celui qui n'est pas à sa place, c'est l'homme. Bien entendu, c'est comme ces trucs qui sont tellement grands que j'imagine que peu de gens ils ont entendu ce qu'il est en train de dire. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est une critique radicale à l'humanisme, une critique radicale à l'anthropocentrisme, et l'idée de dire que dorénavant, non pas dorénavant, pour lui c'était déjà, hein, nous sommes dans un rapport en tant qu'humanité où les limites fixées, non pas par nous, mais par l'écosystème, sont les limites qui nous protègent. Vous comprenez? Il y a une excentration entre, vous imaginez, entre l'individualisme exacerbé, entre je décide de tout, maintenant je décide quand mourir, à quelle heure, avec quelle couleur des chambres, n'est-ce pas? Et, chose que ce n'était pas le cas de Britt, parce que Britt, elle a vécu jusqu'à la dernière minute, je dis pour Christian. Non? Mais effectivement, dans ce monde-là, d'un libre arbitre délirant, voilà, n'est-ce pas? Quelqu'un qui dit très clairement, écoutez, les limites ne sont pas fixées par l'homme. Je vous rappelle ce que Rodolphe Couch va dire justement du monde del ser,
du monde de la modernité. C'est ce monde dans lequel l'homme n'a peur que de l'homme. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à l'horizon, il n'y a que l'homme. Il n'y a que l'homme. Vous voyez? Et donc, je peux avoir peur que de l'homme. Alors, effectivement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec le froid qu'il fait, on disait que ça doit être la faute à Macron, parce que ça doit être la faute à un homme, à un être humain. N'est-ce pas? Et alors, donc, quel déplacement, quel point pivot, vous imaginez, c'est celui des géologues de ce matin, non? Quand le mec, il dit, les limites ne sont pas mises par l'homme. C'est ni plus ni moins qu'une pensée, un écho, avec ce que Couche appelle, quand il dit l'Indien, il a peur des dieux. Mais les dieux, pas les dieux des monothéismes, les dieux sont les forces de la nature, effectivement, n'est-ce pas? Donc ça veut dire, l'Indien, il sait que les limites ne sont pas, c'est pas lui qui met les limites. Ça ne veut pas dire disparaître, une sorte de nihilisme anti-humain, je ne sais pas quoi. Anti-humaniste, certainement, dans le sens de l'idéologie humaniste, n'est-ce pas? Mais bon, je trouve que ça c'est... Alors, si nous parlons de ces limites, non? Je voulais dire deux autres choses par rapport à ces limites, non? Et, à vrai dire, nous pouvons dire d'une façon un peu très large, ça serait très bien de travailler ça plus approfondi, mais d'une façon très large, non? Nous pouvons dire que l'humanité, non, en tant qu'espèce, etc., il a connu pendant très 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 longtemps ce qu'on appelle, d'une façon un peu large, la période des chasseurs-cueilleurs, et la période d'un nomadisme, le nomadisme. Le nomadisme n'est pas erratique. L'idée qu'on a parfois de nomadisme un peu facilement, c'est que le nomadisme est erratique. Le nomadisme n'est pas erratique du tout. Le nomadisme est très territorialisé. Les nomades suivent des circuits. Parfois, les circuits changent, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours le même circuit. Parfois, les circuits sont spiralaires, parfois... mais le nomadisme n'est pas du tout que les gens errent à droite, à gauche. C'est toujours la suite des circuits qui correspondent à des rythmes et auxquels on articule des rites de façon transductive, n'est-ce pas? Il y a des rythmes et des rites. C'est-à-dire que le nomadisme archi-territorialisé, c'est drôle, parce qu'on dirait que pour être territorialisé, il faut rester sur place, pas du tout. La territorialisation a à voir avec la capacité pour une culture, pour un groupe humain, d'être en un rapport des consonances transductives, et je dis consonances traductives pour ne pas dire traductives, ce n'est pas une traduction, n'est-ce pas, entre des rythmes, des saisons, des migrations des oiseaux, je sais pas, un tas de rythmes, n'est-ce pas, y compris les rythmes biologiques aussi de cette population. La territorialisation dépend de cette capacité pour une population de procéder par des rites en consonance avec un ensemble de rythmes, n'est-ce pas? Et ça, dans une sorte de rythmicité qui n'est jamais répétition. Le rythme n'est jamais répétition. Vous voyez, les rythmes, au contraire, c'est ce qui nous permet d'avoir l'intuition de la nouveauté qui se auto-impose. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand vous êtes dans les rythmes, que ce soit musical ou des rythmes biologiques, justement, les rythmes, ce qui va permettre, ce n'est pas de prévoir la répétition du même, les rythmes, c'est ce qui vous permet l'intuition de la nouveauté. Vous comprenez? Dans une vision spiralaire, si on veut. Il y a une intuition de ce qui va venir. C'est-à-dire que c'est comme un tout petit peu dans certaines sessions de free jazz, par exemple, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous êtes sûr que c'est ça qu'il faut jouer là. C'est une intuition. Vous êtes sûr que vous allez jouer ça. N'est-ce pas? Ça s'impose. Mais pas par répétition. Mais la rythmicité, donc j'insiste beaucoup là-dessus pour éviter justement cette vision d'un nomadisme qui serait donc oui territorialisé, mais parce que dans les retours permanents du même, parce que le retour éternel, l'éternel retour est ouvert. Est ouvert. C'est pas un éternel retour du même, c'est justement ce qui permet le changement.
Alors ça, c'est un tout petit peu comme dire, bon, mais ça va de soi, sauf que c'est quand même très conflictuel, hein, parce que l'Occident s'est fondé sur le mythe de qu'avant on était dans les retours permanents du même, que la tradition ne s'est pas changée. Justement, c'est ça qui est un point que nous avons évoqué plusieurs fois ici avec Bastien, c'est que toute revendication d'une tradition de façon fondamentaliste trahit la tradition. Parce que si le fondamentalisme est la répétition du même, bah, ce n'est pas une tradition. Vous voyez? Parce que dans la tradition, pour que la tradition soit vivante, il faut qu'il y ait ces moments d'intuition, invention du nouveau. Vous comprenez? C'est pourquoi, effectivement, bon, chacun dit ce qu'il veut, mais quelqu'un qui se dit fondamentaliste et qui prétend répéter ce qui était, eh bien, est en train de trahir la tradition. C'est n'importe quoi, sauf une tradition. Et c'est quand même l'invention d'un passé illusoire, n'est-ce pas? C'est l'invention d'un passé illusoire. Alors, le nomadisme comme une étape immense et très complexe, n'est-ce pas, que je ne fais qu'évoquer. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, effectivement, pour un tas de raisons, va émerger ce qu'on appelle l'invention de l'agriculture. L'invention de l'agriculture. L'invention de l'agriculture, dans le néolithique, vous savez, c'est le déploiement d'une puissance technique terrible, que la première chose qu'il va faire, c'est dissémer la population. Je ne me souviens pas, que si c'est un tiers de la population qui existait à ce moment, mais c'est de cet ordre-là, si quelqu'un connaît les chiffres, je suis un des preneurs parce que je ne me souviens pas exactement, je ne vais pas trouver dans les bouquins de paléontologie. Mais effectivement, la première chose qui se passe, et ça vous voyez quand même un tout petit peu un petit parallèle, non? C'est-à-dire une puissance énorme pour l'espèce humaine, le temps que cette espèce humaine puisse l'incorporer, la domestiquer, non? L'apprivoiser, c'est calculé en 5000 ans, et en plus, avec un désastre à niveau de la mortalité, les épidémies de tuberculose, c'est là où il apparaît la peste, n'est-ce pas, etc. Donc, vous voyez, bon, quand même. Alors, quand une grande partie de la population mondiale passe vers cette sédentarisation agricole, on passe d'une rythmicité ritualisée à une autre. Du coup, les rythmes seront les rythmes de la récolte, de semer, des inondations. Vous savez, là aussi, vous savez, les rythmes du paysan ne sont pas annuels. Parce que dans les rythmes des paysans rentrent des temps plus courts, plus longs, et les retours d'une catastrophe qui va revenir, qui est venue il y a 30 ans, vous comprenez? Il y a une rythmicité qui est ritualisée, mais dans les deux énormes, je sais bien que ce sont des énormes trucs, mais je ne suis pas en train de faire un séminaire aujourd'hui sur la paléontologie, mais dans ces deux énormes blocs de l'humanité, dans les deux, quand même, nous sommes absolument dans le monde de l'estar siendo, dans le sens auquel l'homme n'a pas peur que de l'homme. L'homme vit, cohabite, se bagarre, etc., avec les, entre guillemets, dieux, n'est-ce pas? Avec, voilà, comme dirait l'autre, voilà, qui n'est pas à sa place, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'homme ou l'homme, non? C'est-à-dire tout à coup, dans la rythmicité agricole, avec voilà, avec tout ce que aussi par rapport aux animaux, apprivoiser les animaux, des animaux qui vont devenir des animaux d'élevage, bon, toute cette division détermine un changement énorme qui implique aussi des changements atmosphériques, écologiques très grands, hein, très grands. Quand les premières grandes villes commencent un peu partout, hein, avec des milliers d'années de différence, mais commencent partout, nous, on voit quand même que la rythmicité et la ritualité est modifiée, mais reste agricole, je dirais. Reste agricole. Pourquoi? Parce que quand même, le rythme va être marqué par le lieu de production
qui est la campagne, non? On dit comme ça, oui. La campagne, et c'est-à-dire que pour bouffer, pour vivre, pour avoir des richesses, la production, elle est au champ. Et la ville vit avec des rituels modifiés, tous des rituels du secret, des rituels ésotériques, exotériques, vous voyez, toute une séparation comme ça par rapport au nouveau savoir, mais reste avec une ritualité agricole, pour dire comme ça. Quand petit à petit, nous voyons qu'il commence à avoir un autre mode de production des richesses, qui sont dans la période mercantile, que ce soit dans les débuts de la révolution industrielle, tout à coup, petit à petit, on voit que la production des richesses n'est plus monopole de la campagne. Non? Bien. Au début du mercantilisme, au début du capitalisme, on voit cette grande discussion qui a duré très longtemps entre les physiocrates et Adam Smith et les autres par rapport à qu'est-ce qui produit de la valeur. Nous sommes là au début de ce qui va donner l'Anthropocène. Nous, aujourd'hui, on est à la fin de l'Anthropocène, avec l'éruption de la complexité. Du coup, vous savez que toute la période qui a produit l'Anthropocène est une période de déterritorialisation qui ne trouve pas ni rythmicité ni ritualité, parce que c'est basé sur l'hypothèse théorique et pratique de casser toute rythmicité et toute ritualité. Il n'y a rien en dehors de l'homme. Il y a l'homme qui a affaire avec l'homme et la nature qui est pour que l'homme se sert. Alors, on voit cette déterritorialisation, c'est très intéressant, moi je l'ai dit souvent, mais vraiment ça vaut la peine d'étudier tout ce qui était la mise en forme des poids, des mesures, des l'heure, n'est-ce pas? C'est-à-dire comment on va créer, non, comment la ville capitaliste, non, va créer une réalité flottante sur le territoire, dans lequel cette réalité s'impose un territoire qui ne confirme en rien la réalité produite de façon déterritorialisée. C'est-à-dire il n'y avait aucune raison pour qu'à Marseille ou à Alger soit midi, quand à Paris c'est midi, ou quand en Suède c'est midi, vous comprenez? La question c'était que les trains de marchandises qui partaient à 13h ne pouvaient pas arriver à 11h. Vous voyez, c'est-à-dire, voilà. Et pour l'échange, il fallait qu'un kilo soit un kilo, bon, etc., n'est-ce pas? Et c'est très intéressant parce qu'il y a Poincaré et Einstein qui, au même moment, tous les deux étaient dans l'office, chacun chez soi, dans l'office des poids et des mesures. Tous les deux étaient dans l'office des poids et des mesures. Bon, c'est anecdotique, mais la question d'étudier de cette normalisation, cette mise en norme, mise en forme, est très intéressante. Dans l'éruption du monde technologique, que c'est, bon, voilà, notre point, eh bien, avec ces moments-là, on voit quand même que tout doute qui pouvait persister entre les valeurs produites par la campagne, les valeurs produites par l'industrie, sont abolis parce qu'il y a une colonisation des je ne sais pas comment dire, l'illusion, c'est-à-dire les mondes un tout petit peu, les mondes un peu construits, n'est-ce pas, qui gagnent la campagne. C'est-à-dire qu'un agriculteur devient un impresario qui doit calculer sa production d'après des considérations capitalistes d'échange et non plus, c'est-à-dire territorialisé, j'ai produit ça parce que je vais dans tel territoire, bon, jusqu'au point que vous savez aujourd'hui, les paysans en France, et après, avec l'air portable, les téléphones portables, dirigent leurs grosses machines, n'est-ce pas? Et ils sont absolument colonisés par le monde de l'algorithme. Alors, effectivement, toute cette introduction, pour dire quoi? Pour dire que quand nous lançons l'hypothèse de la situation, nous sommes en train de dire, eh bien, au moment où ce monde del ser, ce monde occidental, avec la crise de l'Anthropocène, fait explosion,
quand le chaos apparaît, nous disons peut-être la théorie de la situation, ce qui va nous permettre de comprendre quelque chose. Je vais essayer, alors maintenant, très brièvement, pour passer plus rapidement. Quand nous disons la théorie de la situation peut nous permettre de comprendre quelque chose. Là, sans faire aucun type d'extrapolation, nous devons nous rappeler quand même que ce qu'on appelle les chaos, au-delà de la conception, l'acception vulgaire de chaos, que ça veut dire bordel, quoi, dans le sens comme ça. Les chaos, d'un point de vue épistémologique, est un chaos déterministe. C'est-à-dire, chaos, c'est le prénom, il y a un nom de famille, c'est déterministe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons considérer de façon non pas comme une anathème, de dire c'est le chaos. Nous pouvons considérer qu'effectivement, aujourd'hui, la complexité se présente sous la forme d'un chaos, dans le sens auquel nous, vous savez, les chaos déterministes, ça veut dire que les chaos, un ensemble chaotique, il est, entre guillemets, ordonné, non, c'est l'ordre qui naît du désordre, par des attracteurs, c'est-à-dire des grandes tendances qui, d'une façon ou d'une autre, vont ordonner ces chaos. Eh bien, je pense qu'effectivement, sans faire aucun type d'extrapolation comme ça un peu brutale, nous pouvons dire qu'effectivement, pour lire la complexité et le chaos, nous devons essayer d'utiliser aussi cet instrument-là, qui veut dire, nous devons essayer de comprendre où sont les grands attracteurs qui aujourd'hui nous permettent de lire le monde, qui nous permettent de lire nos situations. Où sont ces grands attracteurs? Et effectivement, ces grands attracteurs, ces chaos, c'est ce que, parmi un des éléments principaux, c'est qu'ils introduisent quand même un niveau d'imprédictibilité du futur qui est un des éléments fondamentaux de la crise épocale. N'est-ce pas? C'est-à-dire la perte de cette temporalité linéaire. On ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir. Alors on dit, il y a des possibilités d'une lecture du chaos, oui, mais la possibilité de lecture du chaos est une possibilité qui doit laisser de côté le principe de la modernité qui disait est rationnel ce qui est analytiquement prédictible. Vous comprenez? C'est-à-dire que pendant quelques siècles, la rationalité restait bel et bien encadrée par la prédictibilité. Or aujourd'hui, effectivement, l'idée c'est de dire mais comment nous pouvons donc comprendre la situation par rapport à ces grands attracteurs, vous voyez, les grandes tendances, sans pour autant avoir la prétention de rétablir une prédictibilité. Alors, si vous m'avez suivi jusque-là, le défi est celui-là. Comment nous pouvons avoir des éléments de rationalité qui permettent de non pas brader la rationalité, n'est-ce pas, en disant on a failli, n'est-ce pas, mais que cette rationalité, tout en nous permettant une analyse de ces grandes tendances, ces grands attracteurs, pourtant renonce à la temporalité linéaire. Alors, concrètement, la temporalité linéaire, aujourd'hui, c'est mon point de vue, existe, effectivement. Je peux toujours dire, demain, j'ai tel rendez-vous, et c'est sûr, c'est aucun problème, n'est-ce pas? Mais la temporalité linéaire, elle a un plafond bas, pour dire comme ça. Je peux prévoir à niveau individuel plus ou moins, mettons, ça dépend quelle personne et pour faire quoi, mais disons quelqu'un qui fait des projets à 5 ans, quelqu'un qui fait des projets à 10 ans, ça dépend en quelle partie du monde. Aujourd'hui, en Argentine, à 10 minutes, on peut faire des projets. Mais il y a toujours un plafond, vous comprenez, il y a un plafond, et l'idée c'est, l'hypothèse que je vais essayer d'avancer pour passer la parole, l'hypothèse c'est que ces plafonds de la temporalité linéaire est justement ce qui nous permet d'expérimenter dans notre quotidien une limite qui n'est pas une borne, une limite qui n'est pas un confinement, une limite qui protège la vie et l'organicité. C'est ça, c'est là où je vais, n'est-ce pas? Alors, effectivement, on dit, par exemple, un gouvernement, s'il n'est pas trop délirant, il dit, bon, je prévois, je ne sais pas, à 3 ans, 4 ans, on sait bien que les politiciens, ils sont en plus très emmerdés parce que leur problème, c'est de se faire réélire. Alors, ils ne peuvent pas, même s'ils veulent, ils ne peuvent pas prévoir
Mais objectivement, au-delà de la certainement mauvaise foi des politiciens, il y a quand même une imprédictibilité linéaire et qui ont beaucoup du mal à faire avec ça, les politiciens. De tous bords, ils ont beaucoup de mal parce que gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est faire des promesses. Mais le problème, c'est que vraiment, au-delà de la bonne ou mauvaise foi, il y a épocalement un plafond très bas au temps linéaire. Quel est l'autre temps? L'autre temps, c'est le temps de l'estar siendo. L'autre temps, c'est le temps de toutes les cultures non modernes, paramodernes, prémodernes, n'est-ce pas, qui ne vivent pas dans le temps de la linéarité. Ils vivent dans un temps qui, pour moi, est un temps spiralaire, hein, dans cette non-répétition du même, n'est-ce pas, mais dans lequel tout pas en avant exige un grand détour en arrière, n'est-ce pas, cette spiritualité. Non. Spiralité. C'est pas Corbeil. Spiralité. Un spirale. C'est ce que j'ai écrit. Bien. Alors donc, je vais vous donner un exemple. Vous voyez, voilà, c'est comme ça. Moi, je suis un philosophe qui pense à travers des trucs vécus, concrets. Alors, je vous donne un exemple de comment est-ce que moi j'ai compris, quel jour j'ai compris, qu'est-ce que c'était les passages du temps linéaire au temps spiralaire. Il s'avère que quand j'ai été en tôle en Argentine, j'étais responsable, et bon, j'étais pas parmi les... J'étais tombé avant les coups, alors si vous survivez à la torture, et s'ils ne voulaient pas vous tuer pour quelque chose en particulier, vous arrivez à la tôle. La tôle, on la passait très mal, ils tuaient les gens en tôle, mais ce n'était pas les disparus. C'est-à-dire, quand même, parfois ils nous auraient torturés, mais quand même, on était largement privilégiés par rapport à tous les autres qui les torturaient éternellement jusqu'à qu'ils les tuent, et c'est disparu. Alors, moi j'étais là, et dans l'atoll, différemment des camps des disparus, dans l'atoll, chaque organisation syndicale, des guérillas, etc., continuait à fonctionner en obéissant et en se structurant par rapport à la structure interne. C'est-à-dire qu'on n'était pas des prisonniers sérialisés, chacun avait sa structure. Comme moi j'avais des responsabilités militaires dans le groupe qui était le mien, le RP, dans mon pénal, qui était à Chaco, Resistencia, la province de Resistencia, où ils ont tué beaucoup de gens dans le pénal, et dans la prison, j'étais responsable de deux choses. J'étais responsable, en tant que responsable militaire, des communications avec l'extérieur et d'élévation. Parce que l'ordre, c'est dès que tu arrives, tu penses comment t'en aller. Bon. Alors, un jour, le temps passe comme ça, les choses venaient de pire en pire, c'était l'horreur. J'ai l'information de qu'on a l'ordre de suspendre tout plan d'évasion. Je passe un mois et demi jusqu'à vérifier l'information. C'était très dangereux pour les gens qui l'ont passé, pour moi, que je devais être dans un endroit pour passer pour communiquer avec les autres. Bref, voilà. Les jours où j'ai la confirmation, je me souviens que j'étais grimpé dans un endroit, il y avait un copain qui faisait la garde au cas arrivait les militaires. J'ai la confirmation et je me dis, je comprends tout de suite que ça signifie que c'est fini. Que dehors, on est tellement détruit qu'on ne peut pas... Parce que la fugue, ce n'est pas juste sortir de l'autre côté. Il faut qu'il y ait une structure dans laquelle vous redistribuez. Je comprends que c'est fini. Que là-dedans, ils sont en train de nous massacrer, mais qu'en plus, on ne peut pas sortir. Vous savez, la prison, là, vous n'avez pas 30 années de prison. Vous allez en prison et ciao. Hein, comme les copains au Chili qui sont passés, je sais pas, 20 ans de prison. Bon. Alors, j'ai ces informations. Les temps que je descends très doucement des coins comme ça, jusqu'à relever les copains qui étaient des gardes. J'ai dû mettre 10 minutes, 12 minutes, je ne sais pas, un truc comme ça. Je me dis, mais comment je vais dire aux camarades que maintenant, on est là, et que les seules choses qui organisaient notre discipline, notre résistance, étaient le fait de que, non, ici, on est tout le temps en train de préparer pour gagner la lutte. Comment je vais dire aux camarades que l'objectif, donc linéaire, est fini? Je ne le nommais pas comme ça, bien entendu. Eh bien, je me rends compte, et je sors, je le dis aux copains de la garde, c'est bon, voilà, c'est revu, et je passe l'information que dorénavant, il fallait absolument changer les objectifs
non? Qu'à partir de ces jours-là, les objectifs, parce que j'ai aussi l'information confirmée par l'autre organisation de guérilla qui était les Montoneros, bref, on sait tous que c'est fini, n'est-ce pas? Et alors moi, je transmets l'information que dorénavant, la vie était ici. Et que l'objectif de nos organisations était de déployer le maximum possible et sous toutes les formes possibles la vie ici. Alors, le temps linéaire était réduit à quelques jours pour certains qu'on allait tuer le lendemain, d'autres quelques mois et d'autres comme moi que je suis toujours ici. Le temps linéaire apparaissait comme non prédictible. Par contre, ce que nous avons vécu dans la prison à partir de ces pivots était immense. Parce que dans la prison, il y avait l'élite de l'élite. Les ouvriers combatifs, les professeurs d'université, les artistes. C'est devenu un lieu de formation permanent. Je me souviens un jour, un pion, comme on dit, un ouvrier agricole de la canne de sucre, non? Que Carlos, donc c'est venu comme ça, on étudiait, on s'est formé, on a donné des ordres pour faire la gym la nuit, parce que c'était interdit de faire la gym la nuit, faire la gym, c'est-à-dire que tout à coup il fallait développer la ville. Et ce que j'avais dit à l'époque, et que maintenant je comprends mieux ce que j'avais dit, j'ai dit, la seule possibilité de qu'un futur linéaire existe, je ne le nommais pas comme ça, non? Qu'un après existe, je disais, même ça dépend de mettre entre parenthèses l'après et développer l'horizontalité. Je me souviens de ce Carlos, non? Que c'était un ouvrier agricole de la canne de sucre, comme ça. Et une matin, je ne me souviens pas quelle question métaphysique m'avait posé, mais un truc de philosophie, mais archi complètement, ça va me revenir. Et je leur réponds comme ça, et on avait des moments pour se croiser, pour aller se laver, je ne sais pas quoi. Là. Et il profite de ces moments pour me poser, mais ça va me revenir, mais une question absolument de philosophie hegelienne, mais absolument compliquée, non? Et je suis rentré à ma cellule en me disant, on l'abîmait la vie à Carlos. Il était tout à fait tranquille, non? En passant de la lutte, je ne sais pas quoi. Bon, c'est une blague, effectivement. Alors, la vie se développe. Bon. Quelques décennies plus tard, nous nous trouvons dans le monde que nous nous trouvons. N'est-ce pas? Et moi, je me dis, eh bien, j'ai déjà connu ça. J'ai déjà connu ça. C'est-à-dire, nous devons mettre entre parenthèses les temps linéaires. On n'a pas la possibilité de penser rationnellement en termes de linéarité. Ce n'est plus rationnel, vous comprenez? Ce n'est pas que ce soit moche, pas moche. C'est que c'est une croyance. Que les temps linéaires soient possibles ou pas relève de la croyance. La rationalité dit, en temps linéaire restreint est possible, mais ce que nous devons apprendre à faire, nous devons apprendre à développer ces temps spiralaires qui est ni plus ni moins la temporalité dans laquelle tous mes compatriotes des nations indiennes ont vécu et vivent, n'est-ce pas? Qui nous mettait très très énervés à nous, jeunes combattants, quand on voyait, qu'on prenait ça comme une sorte de fatalisme terrible, n'est-ce pas? Quand ils ne voulaient pas foncer, n'est-ce pas? Nous, on croyait, intoxiqués, colonisés dans nos têtes par la voie marxiste de gauche occidentale, on ne voyait pas que dans les modes de résistance indienne, il y avait justement, non pas un fatalisme de la répétition du même, mais que dans le monde de l'estar siendo, dans le monde colonisé, dans le monde non moderne, justement, il y a cette sagesse de ne pas entrer dans une linéarité irrationnelle, mais de développer une résistance de longue durée dans laquelle protéger la vie était fondamental. C'est aussi, entre autres, pourquoi on dit que tout groupe de résistance qui s'adonne au terrorisme au nom de l'objectif est réactionnaire. Parce que la résistance doit protéger la vie. Et protéger la vie, ça ne veut pas dire la dichotomie méchante, soit tu résistes et tu mets en danger ta population et tu fais n'importe quoi, soit tu supportes. Non.
une vision décoloniale de la résistance, elle est spiralaire parce que justement avance en protégeant la vie. Alors juste, effectivement, je disais à Théo, finalement nous devons apprendre à ne jamais attendre le métro. Non? Ça veut dire quoi? C'est pour ça que je suis arrivé en retard. Absolument. Il a dit, Miguel, il dit qu'il ne faut pas attendre le métro, bon, je n'attends pas le métro. Alors, ne pas attendre le métro, ça signifie quoi? Non, comme consigne, on va mettre comme consigne collectivement le tout, n'attendez plus le métro. Ne pas attendre le métro, ça signifie que quand je vais prendre le métro, une dimension de ce que je suis en train de faire a une lecture linéaire. J'attends le métro. Et c'est pas pareil qui vient ou qui vient pas. Mais nous devons apprendre quand même, nous devons apprendre à justement expérimenter toutes les dimensions de la vie qui se développent là et qui doivent être désaliénées de l'unidimensionnalité de l'attente, vous comprenez? C'est-à-dire, j'attends. Et c'est là où la colonisation algorithmique c'est parfait, vous voyez, elle avance sans aucun problème. Parce que plus nous sommes dans la temporalité linéaire, plus les merveilles qu'offre l'algorithme nous paraît parfait parce que ça permet d'attendre moi. La question c'est comment nous pouvons développer, déployer cette spatialité-temporalité dans laquelle le plus important, ce n'est pas la dimension linéaire qui existe, mais que cette dimension linéaire ne peut pas être la seule. Ne rien attendre. Alors, quand je disais expérimenter cette limite, ça veut dire que cette limite-là, la limite comme ça, les plafonds, non, à la temporalité linéaire, expérimenter cette limite, non pas ni comme un confinement, ni comme une borne, ni comme une injustice, mais l'expérimenter dans cette vision tout à fait pacifiée, belle, de géologue qui dit mais qui n'était pas à sa place, l'homme ou l'eau, vous comprenez? Et de dire effectivement, nous en tant qu'humains, comme la plupart des animaux, parmi les dimensions que nous avons, il y a la dimension linéaire. Quand nous mettons un peu à réfléchir, quand nous sommes en intimité avec nous-mêmes, on constate, surtout en vieillissant, on constate qu'est-ce qu'on croyait avoir fait était la moins importante des choses. Et qu'en croyant faire ça, peut-être on l'a fait, peut-être on l'a pas fait, ils se sont passés un tas de choses autour qui étaient bonnes ou mauvaises, mais moi j'étais aliéné à la linéarité de l'efficacité, plus cette vie-là était pleine, liée. Alors donc, l'idée c'est que Max, avec l'aide de Théo, il a préparé un tout petit peu quelque chose par rapport aux expériences situationnelles, justement ces expériences qui ne sont pas basées sur la linéarité, mais sur la protection et le développement de la vie, pas à Ris-Orangis, mais à Corbeil-Essonnes. Merci. Écoutez, je me présente, je m'appelle Max et j'ai 60 ans. Je les ai eu hier. Ça c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Feliz cumpleaños. J'ai rencontré Miguel en 2008. On a monté une université populaire à Ris-Orangis, à la MJC. Moi, je suis directeur de MJC. C'est mon métier. Je suis rentré dans la MJC à l'âge de 15 ans et j'en suis pas sorti. Voilà, je suis resté dedans. J'ai fait toute une vie dans les MJC. J'ai été directeur de MJC. J'ai adoré ce métier. Et il se trouve quand je suis parti vivre à Corbeil-Essonnes en 2015, ils en fait par hasard, hein, c'est pas du tout, c'était pas volontaire. Je suis allé habiter là-bas par hasard parce qu'on cherchait une maison puis qu'on a trouvé là-bas, voilà. Mais je connaissais très bien la ville parce que j'ai toujours été en Essonne. Et il se trouve, il faut que je vous dise deux mots quand même sur en fait Corbeil-Essonnes pour vous donner un contexte. Hein. C'est donc une ville qui a aujourd'hui en fait 56 000 habitants. C'est une ville qui a été très longtemps une mairie en fait communiste dans laquelle il y a eu un développement du communisme municipal
dans les années 50, 60, 70, 80. Donc une ville dans laquelle il y a eu tous les atours du communisme municipal, où il y avait le théâtre, la MJC, les écolos pour les enfants, etc. Avec un récit qui était le récit comme ça, ouvrier. C'était une ville très ouvrière, une ville industrielle. Et puis au fur et à mesure des années, les industries elles ont fermé. Il y a eu une culture en ville qui a disparu, une culture ouvrière qui a disparu. Pour que je vous donne une idée, quand même, en 1976, à Corbeil-Essonnes, vous avez 32 000 habitants. Sur les 32 000 habitants, vous avez 3 000 inscrits au parti communiste. C'est quelque chose qui vous donne un peu la situation. C'est-à-dire que les gens, ils se marient entre eux, ils sont au club de foot, à la mairie, enfin voilà. Il y a sur la ville une structuration. Aujourd'hui, il en reste, ils sont 6 aujourd'hui. Voilà, 6. Et ils ont entre 70 ans et ils ont fait 90 ans. Voilà, c'est pour donner une idée d'un changement. Voilà. Et donc, il y a eu un changement comme ça qui s'est fait année après année. Donc, en 1995, la ville est perdue au bénéfice de monsieur Dassault, qui va donc prendre la ville sur un autre récit. C'est-à-dire qu'il va arriver en disant, en fait, voilà, le nouveau récit, c'est que la ville est en difficulté, mais moi, je suis un homme riche et influent. C'est un des hommes les plus riches au monde à l'époque, et certainement un des hommes les plus puissants aussi, puisqu'il vend des armes. Oui. Et donc, il va prendre la ville et il va mettre en place sur la ville un système clientéliste qui va se transformer au fur et à mesure en système corrompu et de corruption. Pour que je vous donne une idée de ce que c'est qu'un système clientéliste, et après ça je viendrai au projet, c'est que, donc vous savez qu'il y a eu un jugement qui s'est dit à Corbeil-Essonnes par rapport aux achats de voix. Le juge a porté une attention sur les années seulement 2008, 2009, 2010. En 2008, 2009, 2010, le juge a trouvé de distribuer 53 millions d'euros. Il a trouvé avec des traces, avec des pièces comptables. Donc imaginez-vous ce qu'il n'a pas trouvé, et imaginez-vous ce qui a été donné en 25 ans, puisque le système a duré 25 ans. 25 ans, c'est une génération. Donc il y a des jeunes, des enfants qui n'ont connu qu'uniquement ça, vous voyez, et ça forge les esprits. Bon. Donc il se trouve que la ville est remportée par une équipe de gauche et citoyenne. Voilà. Le maire en place, Bruno Piriou, vient me chercher à l'issue des élections. Moi, je n'étais pas du tout là sur la liste. Je les avais aidés à gagner les élections, mais je ne voulais pas du tout être élu. Ce n'était pas du tout mon... Voilà. Il vient me chercher immédiatement après les élections. Il me demande d'être son directeur de cabinet. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était, directeur de cabinet. Je n'avais jamais entendu parler de ça. À la maison, en fait, mon fils a mis sur les chiottes directeur du cabinet. Je ne savais pas du tout là, ce que c'était. Mais en fait, il m'a donc expliqué qu'il était obligé, ce qui était très juste, face à 25 ans d'un système clientéliste, où on avait comme ça distribué de l'argent à tout va, l'unique élément que l'on avait, nous, c'était de faire un travail éducatif. On allait devoir faire un travail de décontamination, quoi. Et il m'a dit, je veux une personne qui ait fait un travail éducatif dans sa vie. Voilà, c'est la raison pour laquelle il m'a demandé de devenir directeur de cabinet. J'ai trouvé que c'était un challenge intéressant. Voilà. Donc j'ai dit, allons-y, bon, voilà. Donc ça c'est donc pour expliquer un peu le contexte et ce que je fais. Donc à la place où je suis, c'est que l'aspect intéressant, c'est que j'essaie d'impulser dans l'administration des visées politiques pour orienter un travail, quoi. Bon, c'est un peu ça que je fais. Et donc, je vous en passe les choses. Il se trouve que vous avez des dispositifs qui existent au niveau national et qu'on met en place dans les villes. Et vous avez un truc qui s'appelle PEDT, Projet éducatif de territoire. Bon. C'est un truc qui est demandé par l'État, le ministère de l'Éducation nationale et la CAF, pour faire en sorte de coordonner les actions éducatives des uns et des autres. Moi, je vois ça,
Et je me dis, tiens, il y aurait peut-être un truc à faire intéressant avec ça. Il se trouve que j'étais allé, j'avais donc beaucoup travaillé avec l'Université populaire à Ris-Orangis, donc j'avais suivi les séminaires de Miguel, on avait beaucoup travaillé, et je m'étais aperçu, au fur et à mesure de ce travail, à quel point, moi, en tant que directeur de MJC, j'avais été très influencé par la philosophie des Lumières, par l'universel abstrait, et j'avais dû déconstruire toute une série de choses dans les enfants de ma tête par rapport à ça. Ça m'a énormément aidé à l'époque dans mon travail de directeur de MJC. Et l'idée entre l'universel abstrait et le relativisme culturel, de ce que proposait Miguel, était une hypothèse de dire comment est-ce qu'on construit un universel concret. L'universel, moi je trouve ça très bien, je trouve ça très très bien et j'y adhère, mais comment à un moment donné, on ne sait pas un universel qui vient d'en haut, on ne sait d'où et qui s'impose aux gens comme étant une vérité vraie, ou quelque chose de linéaire vers lequel on en irait, mais comment à un moment donné, si on veut vraiment travailler à l'universel, comment on se met tous à table et puis on discute et qu'on crée entre nous un universel. Éduquer, ça signifie quoi? Ça signifie transmettre des normes et des valeurs. C'est ça, éduquer. Une famille éduque, je veux dire que moi, mes enfants, j'ai voulu leur transmettre des normes et des valeurs. L'école transmet des normes et des valeurs. Une entreprise transmet des normes et des valeurs. Une religion transmet des normes et des valeurs. Un pays transmet des normes et des valeurs. Je me suis dit, à Corbeil, la question des normes et des valeurs est une question vraiment en fait centrale. Très clairement à Corbeil, vous avez déjà 108 nationalités, ben vous avez autant de normes et de valeurs. Et les normes et les valeurs, c'est la chose la plus sensible et raisonnée. Et c'est la chose qui est la plus conflictuelle. Moi, les engueulades que j'ai eues avec ma femme les plus importantes, c'était lié à l'éducation des enfants. T'as fait ça, j'aurais fait autrement, et pourquoi est-ce que t'as fait ça, etc. Vous rajoutez là-dessus une belle-mère, c'est encore plus compliqué. Eh bien, vous avez dans une ville une assemblée de belles-mères, je veux dire, parce que vous avez 108 nationalités. Et lorsqu'en plus, vous avez eu un système de normes et de valeurs qui était le système d'assaut, où plein de gens ont grandi avec ça. Il y a quelque chose qui devient énorme, ça devient normal. Je me suis dit, tiens, là on a une occasion de prendre un truc qui nous est demandé par l'État, tout ça, par la CAF, qui nous ramène des sous en plus, donc il faut le faire, ok, très bien, pour en faire un truc à nous, autre, marrant, qui peut être très intéressant, et de dire comment est-ce qu'on construit un universel concret à Corbeil-Essonnes, l'idée d'une communauté éducative, c'est-à-dire un socle commun de normes et de valeurs qui va nous permettre, non pas que ce soit la règle du plus fort, de celui qui tape plus fort que les autres, ou qui gueule plus fort, ou qui a plus de sous, mais comment on peut essayer de construire ça, parce que c'est le sujet en fait, majeur à Corbeil. La question des normes et des valeurs, c'est voilà. Et là, on s'est dit, donc il faut qu'on crée une table de négociation, et qu'on aille tous à la table de négociation. Tous, c'est-à-dire la ville y compris. On n'est pas neutre, nous, là-dedans. On n'est pas là en disant, nous, on ne sait pas, allez-y. Non, la ville va à la table de négociation, elle aussi. Elle va, et surtout, il faut qu'elle y aille, il faut qu'elle se positionne, il faut qu'elle dise, mais il faut que la règle du jeu soit vraiment claire en disant, oui, tout ça, c'est une construction sociale, oui, il y a des normes et des valeurs valorisées par rapport à d'autres au sein d'une société, et donc il y a une égale dignité là-dedans. Il va falloir que par contre le commun n'est jamais donné au départ, c'est en fait ce que tu as dit, hein. Il y a une donne, c'est la donne, ce que tu as expliqué avant, c'était voilà, il y a 108 nationalités, il y a l'histoire, il y a ce qu'il y a, et donc comment on va pouvoir inventer et créer un socle commun qui va pouvoir ensuite être travaillé en fait, partout sur la ville, aussi bien dans les écoles que le club de foot, que l'association machin. Et donc on a dit, on l'ouvre au plus grand nombre et on met tout le monde autour de la table. Et tout le monde, y compris notamment les religions. Tout le monde, c'est les institutions, mais
c'est aussi les associations de quartier, c'est les clubs de foot, c'est bon, voilà, c'est tout ça à la fois. C'était un pari, je dirais pas osé, mais c'était bon, en tout cas, il y avait en fait une inconnue, quoi. Bon, je veux dire, est-ce que ça allait en fait marcher ou pas? Première chose, ça a intéressé énormément de monde. Énormément de monde. Ça, je pense que c'est intéressant, voilà, parce qu'on a essayé, donc moi je peux en fait témoigner d'un certain nombre de choses. Donc ce que je vous raconte, on est encore à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on s'y est mis à, je ne dis pas de bêtises, on s'y est mis au mois de juin 2022, donc ça fait un an et demi, c'est ça? Oui. Voilà. On a fait, en rencontre, on doit être à une centaine de rencontres. Donc il y a des réunions, il y a des grandes réunions, il y a des petites réunions, il y a, voilà. Le but étant qu'il y ait à chaque fois des sortes de porte-parole, et le but étant qu'on arrive à avoir un document commun, mais le document, à la limite, c'est le produit. Ce que tu as dit par rapport à la linéarité, et comment est-ce qu'on déploie la vie, nous, on l'exprime autrement au sein de l'éducation populaire, on dit le processus et le produit. Voilà. C'est-à-dire que le processus est bien plus intéressant que le produit, en l'occurrence. On veut arriver au produit, on aimerait arriver à un produit qui soit un peu un écrit, un explicite, voilà. Un explicite qui dise, voilà, on s'est en gros tous entendus là-dessus, quoi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel point le processus lui-même change des choses. Et comment on n'attend pas d'arriver à un truc pour faire... C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les choses bougent et changent. Il s'est passé plein de choses au fur et à mesure que l'on avançait. Et il s'est passé plein de choses chez tout le monde. Notamment chez les élus. Je veux dire, les gens qui ont le plus bougé dans ce processus-là, ce sont les élus. C'est les élus qui ont le plus bougé. Alors, on m'a demandé de donner des exemples. Donc, je vais en donner quelques-uns qui peuvent être intéressants. D'abord, une chose que je veux dire, c'est que lorsque Théodoro m'a interrogé, donc je lui ai expliqué qu'il y avait des institutions, etc. là-dedans, il m'a dit qui résistait le plus. Qui résistait le plus là-dedans? Très clairement, c'est les institutions qui résistent le plus. Là, c'est pas les gens. Et l'institution qui résiste le plus, c'est l'institution scolaire. Moi, je vous donne, je vous parle à Corbeil-Essonnes de ce que j'ai vécu. J'en fais pas une théorie, je peux pas en faire une théorie, mais je vous dis, là où ça résiste le plus, c'est l'institution scolaire. Ce qui est intéressant, c'est que ça a montré aux élus à quel point c'est normal que la violence, elle soit là. C'est eux qui résistent le plus. Alors, ils résistent le plus à édicter des règles qui sont incapables de faire appliquer aujourd'hui. Incapables, mais incapables. Et des gens qui édictent des règles qui sont incapables de les faire appliquer, ça s'appelle une dictature. Voilà, là c'est simple. Alors c'est quand même intéressant que l'école qui se veut démocratique, je sais pas quoi, etc., soit le contraire de ça. Bon. Mais là, c'était très prégnant. Et faire travailler les instituts là-dessus, c'est aussi leur faire lâcher prise à un moment donné. Alors, on a travaillé jusqu'au collège, hein, ils ne s'en fait pas avec le lycée, école maternelle, primaire et les proviseurs de collège. Je tiens à dire que les établissements religieux sont beaucoup plus ouverts. Je le dis comme ça, c'est une réalité. Je peux, à Corbeil-Essonnes, j'en fais pas de généralité, je vous dis ce qu'on a vécu. L'institution qui a été la plus ouverte, et je l'ai dit à Théodoro, ça a été les flics. Je rigole pas, hein, je parle encore une fois à Corbeil-Essonnes. Mais lorsque j'ai analysé ce qui se passait, je me suis dit que c'était normal qu'eux, ils comprennent. Les flics à Corbeil, ils ont une mission impossible, tout comme ce genre de ville, quoi. Ils savent très bien où est-ce qu'il y a des points de deal, ils savent très bien, enfin moi je dirais, ils savent très bien toute une série de choses qu'ils sont incapables de traiter, voilà. Donc à un moment donné, ils comprennent ça, que ça sert plus à rien d'édicter des règles qu'on est incapable c'est en fait plutôt comment est-ce que on protège la vie, quoi.
comment est-ce qu'on fait au mieux pour protéger la vie là-dedans. Donc je vous le dis parce que c'est une institution qui a été la plus en résistance par rapport au processus, c'est l'institution scolaire. L'institution qui était la plus ouverte et qui a été très intéressée pour venir à toutes les réunions, c'était les flics. Je le dis parce que je ne sais pas ailleurs si ça se passerait comme ça ailleurs. Est-ce qu'il y a un microclimat à Corbeil? Je ne peux pas vous dire. Je vous dis ce qu'on a vécu nous, mais ce qui était quand même intéressant. Ah ouais. Ça m'a en fait interrogé. Mais lorsque j'ai discuté avec les flics, je comprenais qu'ils comprenaient, eux, un certain nombre de choses que l'institution scolaire, elle, ne comprenait pas. Le culte musulman a été très actif. Je dis le culte parce qu'on a sur la ville 3 associations musulmanes différentes qui se confrontent un peu entre elles, bon, parce qu'il y a des luttes, etc. Les 3 étaient en fait très très présentes. Les 3 étaient très présentes. Le sport très présent, les associations sportives très présentes aussi, les associations de quartier et les femmes. Je veux dire, les associations de femmes aussi extrêmement présentes dans les discussions. Les femmes, c'est des organisations de femmes françaises ou même musulmanes et d'autres? Surtout les femmes de quartier et surtout africaines et musulmanes. Ah ouais. Vraiment. Très intéressé par rapport à la chose. Donc, des choses qui ont bougé au fur et à mesure. Et ça continue, ils ont fait bouger. C'est-à-dire que ce truc-là est devenu une véritable université populaire, quoi. Parce qu'on le nourrit aussi avec on fait venir des chercheurs, des scientifiques. C'est-à-dire que, juste un point, non? Quand Max dit université populaire, il faut savoir que nous, ce qu'on a fait ensemble à RIS, c'est créer toute une variante de l'université populaire qui est en continuation avec Pablo Freire, etc. Ce n'était pas transmission de savoir, mais production de savoirs locaux. C'est ça que c'est juste, c'est pas un détail parce que c'est pas, une fois encore, c'est pas que des gens viennent à enseigner, c'est des gens viennent pour aider, si c'est nécessaire, à la production de savoirs locaux. Donc, alors, moi, où je suis très fier de mes élus, c'est que l'élu au scolaire et à la réussite éducative, il s'est appelé comme ça. Bon, c'est à chaque fois intéressant de regarder les intitulés des maires adjoints. Hein. C'est toujours intéressant parce que c'est jamais notre intitulé. Donc, il est maire adjoint au scolaire et à la réussite éducative, donc il y a bien quelque chose qui était différent là-dedans, mais il se trouve que c'est un monsieur qui a 73 ans, il est agrégé en éducation physique et il enseignait à l'école normale et à l'IUFM. Donc c'est quelqu'un qui rentre à l'école à 3 ans puis qui n'en est jamais sorti, quoi. Mais oui, mais c'est vrai. Et c'est quelqu'un qui a formé en plus les enseignants à l'école normale. Lui, il est complètement normé pour le coup. Alors, on touche à l'institution scolaire, c'est en fait terrible, quoi. Moi, je suis très fier de lui parce qu'il a dû, lui, faire un pas de côté énorme. Mais il a fait là, ce pas de côté aussi parce que je pense qu'il aime sincèrement ce qu'il fait et qu'il croit en l'éducation. Là, l'éducation, c'est en fait une croyance, l'éducation. Hein. On ne sait pas si c'est vrai, mais c'est une croyance qui dit qui pense que l'homme se transforme. C'est ça, les éducations. Donc si on n'y croit pas, Dassault, lui, il n'y croyait pas, très clairement. Dassault, vous êtes winner, loser. Et les jeunes, ils voulaient être winner. Ils ne voulaient pas être loser. Voilà. Donc, mais rien que le fait de mettre l'éducation au cœur, on a appelé Corbeil-Essonnes ville éducative, ça a l'air de rien. Je peux vous jurer que ça a été une révolution, parce qu'ils ont compris là ce qui se jouait. Hein. Ils ont compris. Pour vous donner un exemple de la ville éducative, lorsqu'on est arrivé au mois de juillet 2020, puisqu'il y avait eu le Covid, vous savez, les élections avaient été repoussées. Bon. Les jeunes allaient tous voir Dassault pour qu'on leur paye les séjours à Barcelone, machin, en 4 étoiles. Hein, pas... Sinon, en fait, ils foutaient le feu en fait, au quartier. Bon.
nous, on leur a dit, si vous voulez, il y a des tentes, on peut vous amener au camping. Donc ça a été un choc. Mais mais je comprends vraiment pour eux que c'était un choc. Donc, si vous voulez, cette idée-là de mettre l'éducation au cœur, c'est grâce à ça que cet élu a bougé, mais il a énormément bougé. Il a compris énormément de choses au travers de ce qui s'en fait passer avec la population. On a un élu au sport, qui est lui-même prof de gym lui aussi, assez normé aussi. Lorsqu'il arrive, il apprend que les gymnases de la ville, les jeunes ont tous les clés, et que le soir, ils sont tous à l'intérieur. Il arrive, il est maire adjoint, on récupère on récupère les clés, on ferme tout, qu'est-ce que c'est ce bordel? Le jeune qui fait du sport, il faut qu'il adhère au club, qu'il prenne une licence, vous voyez, je veux dire, voilà, bon, et il a fallu qu'ils comprennent qu'il faisait du sport. Et que s'il est maire adjoint au sport, il vaut mieux qu'il soit là à faire du sport, à leur façon à eux, vous voyez, c'est ça les normes et les valeurs. C'est à un moment donné, l'explicite qu'on a et l'implicite qu'on a. Et ça a été très intéressant que tout le monde voie la différence qu'il y avait entre l'explicite d'une ville et son implicite. L'explicite d'une ville, c'est on s'aime tous, fraternité, je sais pas quoi, liberté, égalité, ce qu'on veut. L'implicite, c'est qu'on vous ferme la porte, c'est qu'on vous fout dehors, c'est qu'il n'y a aucune permissivité. Vous voyez, je veux dire, les jeunes qui vont au centre commercial, il y a une permissivité bien plus importante que dans un lieu municipal. Vous allez dans un centre commercial comme à Carré-Sénard, vous y passez la journée, vous allez à la FNAC, vous rentrez dedans, vous écoutez des disques, vous lisez des livres, on vous fout la paix, quoi. Je veux dire, si vous allez à la médiathèque municipale et ils en faites parler un peu trop fort, on vous fout dehors, quoi. Mais c'est vrai ce que je dis. Mais c'est vrai. Ce genre de choses-là, et l'opposition entre un explicite et un implicite vécu, les gens, ils vous le disent. C'est les gens qui vous le disent. C'est là, vous êtes à table de la négociation, ce sont les gens qui vous l'expliquent, et par rapport aux élus, ça devient extrêmement intéressant. Parce que là, ils sont confrontés à des choses très concrètes, très en fait réelles. Donc, j'ai trouvé que ce processus-là, de vouloir créer une communauté éducative, on avait repris un proverbe africain qui dit, vous savez, là, pour élever un enfant, il faut en fait tout un village, c'est beau, ils disent pour élever, voilà, un enfant, il faut en fait tout un village, ben on l'a repris, on a dit, voilà, pour élever nos enfants, il faut toute la ville, quoi. Comment tous ensemble on travaille là-dessus, voilà. Donc ça va bientôt faire 2 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir tout le processus et voir comment les gens sont en fait ravis de revenir et de plus que de discuter, d'avoir accès à cette négociation. Alors, juste, je finirai avec ça. L'erreur à pas faire, c'est que c'est pareil qu'en éducation, un éducateur, il se positionne. Moi, je dis que c'est ça, un éducateur. C'est quelqu'un qui se positionne, qui ose en fait, positionner. Un parent, pour moi, il faut qu'il se positionne avec ses enfants. Et les enfants doivent à un moment donné avoir une institution en face d'eux. L'institution familiale, quoi. Il faut que... et c'est ça qui n'est jamais simple à leur faire comprendre. La ville doit y aller en se positionnant. Surtout, il faut qu'elle se positionne. Qu'elle n'aille pas en disant, nous, on ne sait rien, on ne sait pas, on vous écoute, et puis on arbitre le rapport de force, quoi. Je veux dire, non. Il faut qu'elle participe, qu'elle soit un acteur très concret. Et si elle défend la République, eh bien qu'elle est avec la République. Mais à égale dignité avec les autres. Voilà. La seule limite qu'on a mis, mais ce n'était pas une limite, on a dit que voilà, le rôle d'une ville, le maire est garant des institutions républicaines, donc le maire ne va pas aller contre la loi.
Mais tout ce que la loi interdit pas, vous avez là une liberté totale. Je veux dire, on peut là inventer en fait plein de choses. On l'a mis comme limite en disant voilà, nous on n'ira pas contre la loi. Voilà, universalité du droit. Bon, voilà. Mais ensuite, tout ce que la loi interdit pas, ben, elle le permet. Et donc là, vous avez un terrain en fait. On a tous un terrain en fait exploré. Extrêmement riche, intéressant. Bon, ça a amené des choses par rapport au plat à la cantine, puisque en fait, on s'était pas rendu compte, mais il y avait à la cantine, vous aviez le repas dit en fait standard, vous aviez le repas sans porc, et vous aviez le repas octo, lacto, végétarien. C'est un nouveau truc là. Oui, là c'est vrai. Et donc on pensait qu'on avait couvert les éventails. Mais on va dans les réunions et les femmes musulmanes nous disent nos enfants ils mangent des graines. Ah bon? Comment ça ils mangent des graines? Ben oui, ils mangent des graines. Donc ils mangent mal quoi. Ah bon? Et pourquoi? Ben, parce qu'ils les avaient tous inscrits au repas octo, lacto, végétarien. Parce que nous, on pensait que le repas sans porc, ben voilà, c'était bien. Oui, non, mais là, c'est pas halal. Donc, si c'est pas halal, on les met là. Donc, on a remplacé le repas sans porc par le repas sans viande. Pour le coup, il y avait du poisson et des voilà. Et donc, vous voyez, ce sont des en fait petites choses. C'est pas grand chose, bien que à organiser avec c'est un bordel à organiser. Hein. Et lorsqu'on change vraiment. Mais ce que je veux dire, c'est que être à la table de la négociation, moi, c'est ce que j'ai trouvé là comme exemple à mon niveau de ce que Miguel disait par rapport à comment on travaille sur un universel concret. Voilà, moi je trouve que là il y a un exemple d'un universel concret. On crée bien un universel dans la ville, un socle commun à tout le monde, mais qu'on travaille ensemble, dans lequel on apprend énormément, dans lequel on se confronte, et dans lequel, ben oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre du déploiement de la vie, et en fait une protection de la vie. Bon voilà, tu m'as demandé de venir expliquer cet exemple. C'est l'exemple. Non, peut-être après on pourrait voir un tout petit peu l'exemple des dialogues avec les trois organisations musulmanes. Non, moi je voulais dire juste que Max effectivement raconte ça, sincèrement pour moi est une mise en pratique concrète de ce qu'est la production du commun. Hein. Il y a beaucoup de choses dans ce que Max dit à sa façon très comme ça simple, directe. Non, par exemple, effectivement, il y a ni plus ni moins que l'idée qu'il a très bien dit. Il a dit sans pathos, alors peut-être ça passe un peu trop rapidement. Dès que avec Max, on se connaît depuis quoi, 15 ans, on travaille ensemble. Depuis 15 ans qu'on travaille ensemble, et c'est la bagarre permanente avec son républicanisme, universalisme, etc. Non, et Max, c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire à un moment donné, il a dû passer de vouloir aider et éduquer au nom de quelque chose, c'est normes et principes, c'est ça que tu dis, normes et principes, tu dis, non, comment tu dis? Valeurs. Valeurs, normes et valeurs. Et il a dû faire un geste, qui était un accouchement douloureux, j'étais là, de déconstruire ça. Or, la déconstruction, la décolonisation, c'est-à-dire, il a fait un acte de décolonisation dans sa tête, n'est-ce pas? Sans tomber dans le relativisme, sans dire, bon, mais puisque je me décolonise, puisqu'il n'a pas une voie unique, bon, alors on n'a qu'à chercher à fonctionner ou à rien faire. Voyez. Max, il va passer d'une déconstruction à deux choses très importantes qu'il expliquait très clairement, que je voulais juste souligner. Une, effectivement, c'est présenter face à 108 nationalités, 108 nationalités, c'est présenter
dans aucun type de centralité, vous comprenez, aucun type de table des valeurs, aucune. C'est-à-dire qu'il incarne quelque chose qui est, en Occident, carrément révolutionnaire, qui est de dire, eh bien, ma culture, pas seulement c'est pas la culture universelle vers laquelle vous pouvez vous élever, il va dire, ma culture, je la déconstruis parce que je suis marqué par ça, c'est ce qu'il dit, hein, je suis marqué par ça, je suis construit par ça, mais je reconnais aucune supériorité à ma culture. C'est un sacré pas, vous comprenez? Et c'est pas là, on a fait, vraiment, pendant 15 années, on travaillait ensemble, et c'était pas du tout théorique. C'est pour ça que ça me semble très intéressant ce qu'il raconte, parce que Max est quelqu'un qui vraiment pense à partir des réalités très, très, très concrètes, n'est-ce pas? Et alors, d'une part, il dit ça, d'une part, il se présente en disant, comment on crée du commun si ce que j'ai est une donne parmi des donnes, et non pas un universel, vous comprenez? Je ne suis pas porteur du commun. Je suis porteur d'une donne, et je tiens à ma donne, vous comprenez? Je ne suis pas un traître à ma donne. Je ne suis pas quelqu'un qui dit « ce que j'ai appris, ce qui me forme, c'est une merde, etc. » Non, non. C'est-à-dire, non, ma donne, c'est ça. Mais ma donne n'est pas le commun. Eh bien, je vous assure que j'assistais à ça. J'assistais à ça avec toutes les années qu'on a travaillé ensemble, plus de 10 ans ensemble dans le laboratoire social de l'Université populaire, et après avec admiration de ce qu'ils faisaient en tant qu'équipe une fois qu'ils ont gagné les élections. C'est-à-dire tenir dans cette position où je ne renie pas de ma donne, puisque c'est à partir de ce que je suis que je peux devenir. Mais c'est à partir de ma donne que je vous propose de créer du commun. Ce qu'il a raconté est un millième de ce qui se passe à Corbeil. Le deuxième point qui dit Max, c'est ok, mais à la fois, on tient sur quelque chose. On est tous embarqués, on est tous dans la même barque, mais on n'a tous pas la même place. Pourquoi? Mais parce que la mairie doit garantir que la ville ne soit pas détruite, qu'elle ne soit pas un bordel. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il maintient une asymétrie. Il ne joue pas justement l'égalitarisme. Bon, écoutez, je vais, vous dites ce que vous voulez et je compte les points ou je gère, comme tu as dit, les différences. Arbitrer les conflits. Il ne joue pas à arbitrer les conflits, vous comprenez? Il maintient une asymétrie tout en disant nous sommes tous embarqués. De mon point de vue, bon, raconter comme ça, je vous assure que c'est impossible de comprendre ce que vient de raconter Max. Parce qu'une chose, c'est comprendre intellectuellement. Il faut savoir des petits détails. Pendant plus d'un an, Max a dû se promener avec un garde-corps. Parce que le système mafieux de Dassault n'a pas accepté changer les hôtels 5 étoiles pour des tentes comme ça. Et il y a très peu de temps, ils ont incendié et métraillé la maison, non, directeur général des services de la ville. Ouais. Voilà. Alors, je dis ça non pas pour faire spectaculaire, mais pour vous dire quand même que quand il dit il y a eu des résistances, il analyse élégamment les résistances théoriques ou à bouger, n'est-ce pas, de l'institution. Mais la résistance, c'était aussi qu'il s'est baladé avec un garde-corps qui avait l'air plus mafieux que les mafieux, mais bon. Alors, effectivement, vous voyez, c'est-à-dire, il y a là quelque chose dans cette expérience situationnelle, vous voyez, que si on l'écoute trop rapidement, si on le comprend trop rapidement, on voit un fonctionnement alternatif. Moi, je pense qu'il y a là quelque chose que, même par rapport à des expériences décoloniales latino-américaines, bah, est quand même un exemple très, très, très parlant. C'est-à-dire, c'est 108 nationalités, la mafia, n'est-ce pas, et assumer quand même une responsabilité, justement en ne faisant pas ce que beaucoup de copines et de copains, je disais tout à l'heure, ont fait, que horizontalité, jusqu'au jour où ils sont élus, n'est-ce pas, et là, c'est fini. Alors, moi, ce que je voudrais juste, si tu peux raconter un peu, parce que, bon, on est en France, tu es au courant,
Ouais. Et alors, donc, en France, il y a des discussions indignes sur me présenter avec le sérieux de toutes les personnes indignes. Les personnes indignes aiment le sérieux. Parce que c'est comme la confiture, tu vois, moi tu l'étales, tu vois. Plus vous voyez le sérieux, plus il faut se méfier. Et alors avec ce sérieux indigne, on entend parler de la possible intégration dans la République des musulmans. C'est dégoûtant, ça. C'est dégoûtant. C'est inacceptable, n'est-ce pas? Et alors, effectivement, moi je voulais que tu racontes un tout petit peu comment vous avez travaillé, comment vous avez fait cette réunion de 3000 musulmans, non? Plus que ça. Plus que ça. Plus que ça. Aujourd'hui, l'islam, si jamais, là je m'en tiens au livre, j'ai lu le livre de Fourquet, L'archipel français, c'est un livre qui a 4 ans. Donc bon, il donne une présentation c'est un livre intéressant parce que c'est un livre avec des statistiques et il donne une présentation de la population française. Il dit l'islam est aujourd'hui la principale religion pratiquée en France, en termes de pratique, non pas en nombre de croyants ou de gens qui se revendiquent, mais en termes de pratique, c'est la première religion. Et il y a comme ça des territoires ou des villes où c'est largement... Nous, on a chaque vendredi à la mosquée, à la prière, donc au Tarteret, donc mosquée achetée par Dassault, vous voyez, qui est le premier cash. Non, mais c'est ça, hein, la ville de Corbeil, hein, vous voyez, je veux dire, il leur a acheté une mosquée, il les a achetés tous à la fois aussi. Hein. Vous avez en fait 4000 musulmans qui viennent prier le vendredi à la mosquée au Tarteret. Vous avez une salle de prière à Montconseil, qui est un autre quartier, où vous avez facilement 1 millier de personnes. Et vous en avez une autre à l'Ermitage, un autre quartier, où vous en avez, ils en fait 400. Vous voyez, pour vous donner une idée de chaque vendredi. Et donc, lorsqu'on fait l'Aïd, c'est évident que vous avez un nombre de gens énorme, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui viennent en fait prier. Et donc, nous, ça nous a posé aucun problème existentiel, au vu de la loi de 1905 en plus, parce que je rappelle cette loi, est-ce qu'elle dit? La loi de 1905, elle dit dans son article 1, la République française ne reconnaît ni ne finance aucun culte, c'est ce qu'elle dit, mais elle dit immédiatement après, elle garantit, elle ne dit pas qu'elle autorise, elle ne dit pas qu'elle permet, elle dit qu'elle garantit le libre exercice du culte. Elle garantit. C'est la loi. Bon. Voilà, lorsque vous avez autant de gens qui prient, vous avez un problème d'ordre public à gérer. Donc il faut leur permettre qu'ils le fassent dans les meilleures conditions. Lorsqu'on leur a dit ça et on leur a expliqué ça, on a eu des discussions. Eux, immédiatement, ils étaient sur le mode clientéliste, ils avaient tellement été habitués à ça. Donc c'est qu'est-ce qu'on fait en échange, quoi. mais vraiment, je vous jure, c'est ça, 25 ans de clientélisme. Hein, vous voyez, lorsque vous avez sur la ville 8 associations, ils ont fait comoriennes, 8. Ça sert à quoi 8 associations comoriennes? Oui, il se passait des choses dans les associations. Bref, voilà, c'est le système clientéliste, c'est ça. Vous voyez, de dire, non, on n'attend rien en échange. C'est simplement le rapport au monde des gens, la dignité de la personne, dans son rapport au monde et ses croyances, et c'est prévu en plus par la loi. Ah bon? C'est prévu par la loi? Mais oui, c'est prévu par la loi. Mais c'est pas ça qu'ils disent à la télé. Oui, ils disent pas ça à la télé. Oui, ils disent en fait pas ça à la télé, mais la loi, c'est ça, c'est une grande loi de liberté. Je vous assure, je vous promets, hein, on a fait des adeptes à la laïcité. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Mais ça, c'est un truc de dingue. Moi, lorsque j'entends les trucs, je veux dire, enfin, moi, les musulmans me disent, mais si c'est ça la laïcité, on est tous laïcs, nous. Hein. J'ai dit oui. Mais c'est vrai. Voilà, alors en même temps, vous voyez, je veux dire que c'est vachement intéressant parce que on a avec le culte musulman. Donc moi, je reçois les associations une fois par mois. J'adore ça.
J'adore. Mais vraiment, c'est un peu un boulot. Ça fait partie de mon travail. Ça, c'est pas l'administration qui gère ça, c'est vraiment le politique. J'ai adoré ça. C'est un truc qui m'éclate. J'aime énormément ça. Et par contre, il y a des discussions là, sur lesquelles, avec eux, je suis intraitable. Par rapport à l'enseignement privé, vous voyez, j'ai dit, moi, mon rôle, c'est pas de m'occuper de l'enseignement privé. Ça vous regarde, vous. On a déjà à gérer nos écoles qu'on n'arrive pas à retaper et puis qui s'écroulent. Donc là, c'est pas moi qui vais aider l'enseignement privé. Mais j'ai pas dit l'enseignement religieux, c'est le privé. Ça serait athée, ça serait la même chose, vous voyez. Et je leur ai dit, vous savez, les musulmans, je leur en fais plus que vous, moi, dans mon école publique. Largement plus que vous. Donc ils en rigolent. Il y a en fait 2 écoles musulmanes là, sur la ville. Les 2, elles doivent faire 500 élèves. Nous, on a à gérer 7000 élèves, tu vois. Sur les 7000 enfants, il y en a des musulmans. Donc on en a bien plus qu'eux. Mais je leur ai dit, vous voyez, le problème de l'école privée, moi, c'est quelque chose qui ne me concerne pas. Je vais pas vous aider avec l'école privée. Je vous aiderai si elle passe sous contrat parce que l'État oblige qu'il y ait une péréquation, machin, etc. Mais j'ai dit ça, moi, c'est pas mon souci. Vous voyez, par contre, oui, l'exercice du culte, oui. Et vous voyez, tous ces débats-là, et distinguer les choses, mais c'est hyper important. Et ce qui est génial, c'est lorsque le débat, ils l'ont après entre eux. Là, en fait, on a gagné. Je veux dire que là, c'est plus frontal, mais c'est avec tout le monde. On a gagné lorsque les gens, ils débattent, quoi. Lorsqu'on se met à faire en sorte qu'ils débattent entre eux. Que ce soit plus quelque chose vers nous, mais que ce soit entre eux. Vraiment, c'est une dimension qui m'intéresse. Alors, il y a le religieux est très important à Corbeil-Essonnes, les catholiques aussi très très important. Il y a 5 églises là sur la ville, notamment parce qu'il y a une population africaine catholique très pratiquante. Je pense au Congo par exemple, congolais, mais aussi les Antillais. Enfin, tu vois, il y a les églises elles sont pleines, hein, c'est plein à craquer. Hein. Il y a les églises évangélistes, 3 églises évangélistes. Bon, c'est une religion qui monte beaucoup en ce moment. Hein. On a les témoins de Jéhovah. On a une église réformée. Il y a juste la synagogue, en fait, qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de synagogue. Non, il n'y avait pas de synagogue. Aris Orangis. Il n'y en a pas. Mais sinon, tu l'as pas mené avec toi, Aris. Non, j'aurais bien aimé, mais non, il n'y a pas. Voilà. Moi, je trouve que c'est un travail en fait passionnant. Donc lorsqu'on dit l'islam n'est pas je sais pas quoi intégrable dans la République et ce genre de conneries, ça veut rien dire dans une ville comme Corbeil, mais rien. Les musulmans, alors je vais vous dire en plus, Corbeil-Essonnes, c'est 56 000 habitants, c'est 12 000 personnes qui vivent grâce à l'aide alimentaire des associations. Il y a 12 000 personnes qui se nourrissent grâce aux associations. 12 000. Il y a là-dedans les Restos du Cœur, il y a le Secours Populaire, et après ça, vous avez une myriade d'associations. Là-dedans, vous avez plein d'associations musulmanes. Moi, j'aimerais qu'ils voient... Nous, on a ouvert un centre de SDF, parce qu'on en avait trop sur la ville, donc on est l'unique ville de l'Essonne à avoir ouvert un centre du 1er décembre au 15 avril, par rapport aux gens qui vivent dehors. Ça aussi, ce serait intéressant de voir qui vit dehors aujourd'hui. C'est pas du tout les clochards, hein. C'est des gens qui travaillent en journée, hein. C'est ça la réalité, hein. C'est des gens qui vont travailler... c'est les associations qui nourrissent les gens. Donc ils leur font le petit déjeuner et le repas du soir. Ils font en fait 25 repas, plus par rapport à l'encadrement, la sécurité, etc. Donc ils font 30 repas à tour de rôle. La plupart, ce sont des associations musulmanes. Moi j'aimerais qu'ils viennent voir la réalité. Enfin, je veux dire, ouais. Mais vraiment, on ne se rend pas compte aujourd'hui du travail social des musulmans, enfin ce que faisaient autrefois les catholiques, hein, dire, ou le PC. Le secours catho, ou le PC avec le secours pop. On a aussi une mosquée turque aussi. Alors on a aussi un centre culturel turc que Dassault a contribué à financer aussi. Avec une mosquée, donc c'est un vrai centre culturel, enfin c'est un lieu qui est très beau. Hein. Mais là ils sont en fait entre Turcs, vraiment. Et est-ce qu'il y a des questions, soit de vous, avant de finir aujourd'hui, à Max, est-ce que il n'y a pas de questions par Internet, non?
Bon. Et d'abord, merci beaucoup Max d'être venu. Hein. Voilà, j'aimerais bien pouvoir petit à petit aussi que des expériences en Sud-Amérique puissent être expliquées comme ça. Hein, comme ça, avec cette... comment on fait la cuisine, comment on fait tout ça, c'est-à-dire à quoi ça ressemble tout ça, n'est-ce pas? Quand je disais là les bouquins de Tolstoï, effectivement, voilà, c'est-à-dire en jouant toutes les notes, non, en jouant toutes les notes. Non. Bon, la prochaine séance du séminaire, c'est le 7 février. 7 février, la prochaine séance du séminaire, c'est le 7 février. Alors pour celles comme Sylvie, Jérôme ou d'autres qui sont envoyés des questions, on l'a plus ou moins intégré. Les rallements du départ en fait partie. On dit pourquoi on fait sur place. On fait sur place parce qu'on voulait justement aussi... voilà, de quoi on parle quand on parle de situation, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce qu'il dit, Max? Il dit, tout à coup on tient compte de la multivectorialité. Il y a plusieurs vecteurs qui sont là, n'est-ce pas? Et il faut qu'émerge une résultante, n'est-ce pas? Et voilà, c'est de cette multivectorialité. Alors, la multivectorialité, c'est un élément d'analyse. C'est intéressant de voir comment ça se joue concrètement dans des expériences. C'est vrai que nous avons parié pendant des années à notre expérience plus restreinte, certes, mais très intensive, à Ris-Orangis, hein, et maintenant à Corbeil. Nous avons eu des expériences comme ça, une ou deux en Italie, surtout une dans un quartier périphérique de Florence. Mais bon, voilà, je pense aussi que pour les gens qui, à travers YouTube, nous suivent par exemple en Amérique du Sud, c'est quand même pas rien de voir que la décolonisation, la déconstruction, n'est pas question de certaines personnes qui ont une donne, vous voyez, c'est-à-dire d'être indien, noir, femme, trans, que la décolonisation est vraiment un travail de tout le monde, c'est le défi pour tout le monde, la décolonisation, n'est-ce pas? Et je pense qu'effectivement, ce qu'il raconte Max est un travail de décolonisation que lui, il a suivi et qu'il a aidé, quand même, là, avec ça, non, l'a mis en pratique. Alors, je vous rappelle que pour les gens qui nous suivent sur Internet, il est possible d'avoir toutes les informations, les contacts, juste en faisant sur Internet Collectif Malgré Tout. Et là, vous pouvez vous abonner. Ça ne mange pas de pain, ni coûte rien. Et vous pouvez aussi, donc, par mail, nous envoyer des questions, des propositions, etc. Et, bon, sinon, effectivement, voilà. On se voit dans les mercredis 7 février. J'aimerais juste rajouter un exemple que j'ai oublié de vous dire, parce qu'on l'a appris dans ces réunions-là. On se trouve qu'on a au Tarteret, donc, qui est une résidence très très connue à Corbeil-Essonnes. Dès le mois d'avril, on a des femmes africaines qui sortent dehors et qui font des cuisses de poulet et des épis de maïs, quoi, et puis qui vendent comme ça, là, volés. Bon. Au niveau de l'hygiène, je ne vous raconte pas, et puis ça fout le bordel, il y a de la fumée, ils en font partout, puis ça donne une image vraiment terrible, quoi. Et puis, donc, les élus, ils voulaient arrêter ça, quoi. Même par rapport à l'image du quartier, parce que c'est un quartier en QPV, un quartier en politique de la ville, donc il faut aller à la reconquête. Ils ont des mots comme ça, reconquête républicaine de ces quartiers-là. Enfin, il faut qu'on civilise les gens, quoi. Enfin, oui, c'est ça. Et puis, dans les réunions, les dames, elles vous disent ben nous, on veut bien, mais si on se barre, les dealers, ils vous prennent les trucs. Parce que nous, on est là, et lorsqu'on est là, ils viennent pas. Ouais. Ah bon? Ouais, non, ça c'est une expérience incroyable. Ça, c'est une expérience. Non, ça c'est une expérience incroyable. Parce qu'une fois qu'ils vous disent ça, ben, vous dites, bon, ben, comment on fait pour qu'elles puissent vendre mieux? Bien sûr. Oui, c'est ça. Non, voilà. tout à fait. Hein, voilà, non, mais ça c'est une expérience, tu vois, c'est-à-dire qu'un des principes comme ça de ces laboratoires sociaux, etc., c'est
l'autre est porteur d'un savoir. Ouais. C'est ça la multivectorialité, l'autre est porteur d'un savoir. Alors, il y a un règlement municipal qui dit ces bonnes femmes n'ont pas à vendre là, ni à vendre comme ça. Et cette expérience, moi je l'ai racontée là-bas parce que vous avez un succès terrible en Argentine, toute l'expérience. Quand tout à coup ils ont eu le temps de, plutôt que d'appliquer l'ordonnance municipale très rationnelle, hein, de dire mais pourquoi vous allez dans ces coins-là? Eh bien, c'était la façon des mamans africaines de pousser les dealers plus loin. C'est quand même incroyable. Hein? On ne sait pas, les mairies ne savent pas comment pousser les dealers. Les mamans africaines avaient trouvé une façon de les pousser tranquillement. C'est ce qui nous est arrivé aussi quand on avait ouvert un centre à Ris-Orangis, qui était les lieux sans aucune raison. C'était un lieu. Et Max, il a acheté des meubles, il a mis des trucs, il était très haut. Et on a ouvert un lieu qui sert à rien. Qui sert à rien. Ouais. Et alors on dit, mais ils vont venir vous saccager, ils vont vous détruire tout. Tu parles. Les mamans africaines ont vu les fauteuils, ils se sont installés là à allaiter leurs enfants, et il n'y a eu aucun petit garnement qui soit venu. Jamais on a été attaqué, jamais. Il n'y a pas eu un vitre cassé. Non? Et là-dedans, dans les lieux qui ne servaient à rien, on développait un tas d'activités, parce que justement, c'était ça la symétrie, vous comprenez? C'était Max qui avait obtenu les lieux, donc l'institution. Nous, on était là et on a attendu. Je me souviens un soir, tu te rappelles les Chiliens, un Chilien qui arrive avec un accent terrible, il dit mais ici vous faites des cours d'alphabétisation? Il dit non, parce que je voulais apprendre des débats, il n'y a que l'organiser. La réponse c'était c'est quoi ta proposition? Vous comprenez? Un lieu dans lequel c'est quoi ta proposition? Sans tomber dans le n'importe quoi, parce qu'il y avait quand même une asymétrie. Et les mamans africaines nous ont beaucoup aidés à maintenir la symétrie, parce qu'effectivement, une fois qu'elles sont installées là pour allaiter les 10 000 mômes, il n'y a eu aucun lascar qui est venu casser quoi que ce soit. Christian, il a participé à cette expérience, il est venu avec Brit justement beaucoup à Ris-Orangis. Voilà, alors tu reviendras pour continuer à... Oui, non mais j'ai vraiment envie de voir comment ça va évoluer, parce que là on était parti pour écrire un document machin, on n'en parle même plus. Là, il me passe l'addition, Max. Et au fait, les documents machin, j'avais trouvé comme issue que le jeune et brillant Théo, je t'avais dit l'autre soir au dîner, je t'avais dit, je trouve qu'avec Théo, il pourrait être lui responsable de recueillir les choses et commencer à... Il profite qu'il y a encore... Non, t'as raison, il faut un document machin. Il faut un document machin qui, effectivement, capitalise un peu cette expérience. Mais qui explique le processus. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux, on était parti pour avoir un produit, voir l'étape de la loi entre nous, de comment est-ce qu'il fallait faire, tu vois. Oui, c'est ça. On est toujours pareil. Là, aujourd'hui, si tu veux, on n'en parle plus de ça. Par contre, on dit comment est-ce qu'en permanence, comment en permanence on réactive ça, et comment est-ce qu'on développe la vie avec ça? Mais tu vois, c'est-à-dire, ce qui est un paradoxe, mais compréhensible, c'est qu'il est tout à fait possible de produire un texte qui raconte, qui explique, sans que ce texte-là soit le but du processus. Voilà. Tu vois? Exactement. Sans que le texte soit l'objectif du processus. Exactement. Et alors, Théo, il est parti en courant, je te ferai remarquer. Et moi, ce que je trouve intéressant en plus dans ce que tu as exposé, c'est le fait d'être sur les partages de savoir, des choses qu'on expose la place de chacun, de le mettre noir sur blanc avec les exemples. Et cet exemple-là de ces femmes africaines, bon, ben, il est très parlant en soi. Et très posé, quoi. Il dit, bah écoutez, oui, on s'en va, mais vous verrez. Tu m'enfonces là, oui. C'est une promesse que je fais à Max et qu'on va s'arranger pour le faire, parce que Max ne regarde plus les doigts. Il regarde la lune. Bon, merci beaucoup, Max.